C'est émouvant d'être ici, c'est émouvant de voir une salle pleine, c'est émouvant de voir autant d'enthousiasme et d'énergie quand il est question de parler de charisme, de parler de fellowship, de parler d'entrepreneuriat, de parler peut-être de nouveaux modèles économiques, de parler aussi de ce monde qui est en pleine mutation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, oui, vous avez remarqué visiblement, et je suis très, très honoré de partager ce moment avec vous. Je remercie les organisateurs d'avoir mis en place cette belle journée qui clôture effectivement Ça va, vous avez passé 3 bons jours, c'était chouette, visiblement. Ça vous a inspiré ? En tout cas, pour ma part, ces moments sont toujours des moments privilégiés parce que j'ai l'impression que dans ces moments qui sont des moments où on va prendre un petit temps peut-être pour lever le nez du guidon, souvent on est vraiment le nez dans le guidon et on va prendre un peu de recul ou de hauteur plutôt pour se poser les questions essentielles qui sont les questions aussi simples que à quoi ça sert ce que je suis en train de faire ? Je veux monter ma boîte, ok, mais pour faire quoi ? Je veux gagner plus d'argent, je veux me développer davantage, ok, mais pourquoi ? Et je crois que tant qu'on n'a pas répondu à ces questions fondamentales, on tourne un petit peu en rond. Et depuis quelques années, je participe de plus en plus à des colloques, à des conférences, à des rencontres comme ici, et j'ai l'impression vraiment que cette question du sens du travail nous taraude de plus en plus. L'impression que j'ai, c'est que la période qu'on vit n'a rien à voir avec une crise. Parce que quand il y a une crise, on a une crise de foi, par exemple, on va prendre un comprimé, et puis d'un seul coup, on va revenir comme on était avant. Mais la période qu'on vit n'est pas une crise, ça ressemble plus à une mutation. Et dans une mutation, ce qui me fait dire que c'est une mutation, c'est que tous les systèmes sont impactés. À savoir le système économique, on s'interroge beaucoup sur l'économie, le système financier, le système éducatif, mais aussi le système écologique, pour juste resituer les choses. Depuis 40 ans, on a tué, on peut dire ça comme ça, 90% des vers de terre. Ça pourrait avoir l'air de rien pris comme ça, mais les vers de terre, c'est ce qui permet que la terre soit fertile et non pas stérile. Donc dans notre génération, on a commis ça, et puis à la fin de la décennie, c'est-à-dire dans 2 mois et demi, il y aura autant de plastique dans les océans qu'il n'y a de poissons. Donc, je pourrais donner d'autres chiffres comme ça, mais peut-être vous les connaissez aussi bien que moi. Et quand on prend conscience de ces chiffres, quand on prend cette hauteur, on se dit qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là ? Et est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, non pas une crise, comme je le disais, mais une mutation ? Et dans cette mutation, tous les systèmes sont affectés, je le disais, économiques, financiers, mais aussi d'éducation, culturelle, de scolarité. On n'envisage plus la scolarité de la même façon, et puis de santé, d'alimentation, etc. Si cette mutation a lieu aujourd'hui, de la même façon peut-être qu'il y a eu la chute de l'Empire romain ou la chute des Ottomans ou le siècle des Lumières, ce qui me fait dire ça aussi, c'est que l'ancien monde auquel on s'est accroché pendant des années fonctionnait sur beaucoup de paradigmes qui, à mes yeux, sont complètement obsolètes, n'ont plus lieu d'être. Dans ces paradigmes, il a été dit, on l'a appris, on l'a cru, qu'on pouvait s'appuyer sur une société équilibrée dont les fondements s'appuient sur un déséquilibre des plus riches par rapport aux plus pauvres, un déséquilibre du masculin et du féminin, par exemple. Combien de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40, combien de femmes à des postes de responsabilité. Donc regardez un petit peu comment tout ça a bougé très fort ces dernières décennies et encore maintenant. Et donc, cette période de mutation crée vraiment beaucoup de bouleversements, et je crois que si on ne sait pas vraiment où on va, vous savez, dans le monde de l'entreprise, quand on prend un peu de hauteur, j'ai l'impression qu'il y a eu sensiblement 7 ères, cette étape. La première, c'était qui travaille ici, que j'ai une idée ? Ok. Vous connaissez l'étymologie du mot travail. Travail, ça vient du latin, ça veut dire tripalium, et c'est un tabouret qui était utilisé au Moyen-Âge pour la torture. Donc dès qu'on va travailler, on va souffrir. Et ça, c'était peut-être la première ère du travail, où on allait travailler, on allait à la mine, on allait au charbon, on allait en souffrir, et sans se poser vraiment la question du pourquoi. On allait travailler parce que c'était l'essence de ça. Et puis est devenue peut-être l'ère
de la guerre. Hein, ça, c'est les années 60 où d'un seul coup, on a commencé à se battre les uns contre les autres. Il fallait tuer l'adversaire. Et on a inventé tout un langage managérial qui prend ses sources dans le langage militaire. Hein, on va parler d'état-major, on va lancer une frappe publicitaire, on va lancer une campagne publicitaire, on monte à la tête de pont pour aller, etc. Et donc on a un langage très militaire. Puis est venue l'ère du sport, où d'un seul coup, notre entreprise devait être la meilleure que celle du voisin. Puis est venue l'ère du fun, les années 80, début des années 90, où toutes les entreprises mettaient leurs managers dans des raftings et dans des canyonings. Ils ne s'étaient pas parlé pendant l'année. On se dit, on va créer de la discussion. Ça n'arrangeait pas forcément les choses. Puis est venue l'ère du développement durable, hein, début des années 2000, n'imprimer ce mail que si nécessaire. Et on rentre aujourd'hui, très clairement pour moi, dans l'ère du sens. Et le sens, ça veut dire pourquoi on se lève pour aller travailler. Il y a une enquête qui a été menée sur le bien-être au travail. Quand on pose la question aux Français, est-ce que vous êtes content d'aller travailler? Parce que les Français, quand même, si mal placés dans le bien-être au travail. En France, 85 millions de boîtes d'anxiolytiques par an. Et quand on pose la question, est-ce que vous êtes content d'aller travailler? Il y a 11% qui lèvent la main en disant oui, moi oui. Hein, il y a 62% qui se disent faire ça ou autre chose, il faut bien gagner sa croûte. Et il y a 37% qui se dit non seulement ça m'ennuie profondément, je suis contre la hiérarchie et je suis bien décidé à le faire savoir. Quand j'ai vu ces chiffres-là, je suis tombé de ma chaise et je me suis dit qu'est-ce qui fait qu'on est si malheureux à aller travailler? Et encore une étude sur le bien-être au travail, quand on pose la question aux Français, qu'est-ce qui fait que vous notez si mal votre travail et qu'est-ce qui fait que vous êtes si malheureux d'aller au travail? Les conditions de transport arrivent en 7e position. Le salaire arrive en 4e position. Alors moi, je suis curieux, je me pose la question, je dis, c'est quoi le 3e et 2e et 1re position qui fait qu'on est content ou pas content d'aller travailler? L'appartenance arrive en 3e position. C'est-à-dire, j'ai la sensation de faire partie d'un groupe. On est là, on est agile à Grenoble. C'est une communauté, c'est un mouvement, c'est une famille, c'est une entreprise. Et on a la sensation de faire partie d'un monde. En 2e position, c'est notre sentiment de reconnaissance. Je suis reconnu pour ce que je fais. Et en 1re position, je vous le donne en 1000, c'est notre sentiment d'utilité. À quoi je sers ? Et si je ne sais pas à quoi je sers, je vais rejoindre le rang des 60 ou des 30% de ceux qui se lèvent le matin en disant je vais travailler et soit ça m'ennuie profondément, soit j'y vais à contre-cœur. Donc cette question du sens, c'est pas une question secondaire, c'est vraiment le stress au travail pour donner... Alors le stress au travail, c'est déjà ancien de parler du stress, le burn-out, c'est déjà has-been de parler du burn-out. Maintenant on parle du brown-out, c'est vraiment la quête de sens. Hein. Et ça touche 54% des salariés, selon une enquête qui vient de sortir il y a 3 semaines. Là aussi, le sens, j'ai l'impression que ce que je fais n'a pas de sens. Et j'ai fait une conférence dernièrement dans une école de commerce. Et là, j'ai eu la surprise de voir des étudiants, 25 ans, jeunes, qui sont les managers de demain, qui nous disaient « Mais nous, notre trip, c'est sûrement pas d'aller rejoindre les grands groupes. » C'est de se mettre à notre compte, de monter notre business et de vendre nos compétences à celles et ceux qui seront les plus éthiques, qui nous feront rêver parce qu'ils vont quelque part. Et je crois que la période qu'on vit, qui pourrait en déprimer plus d'un, est aussi une opportunité exceptionnelle de se dire on est à la fin d'un modèle, et on est en train de créer un nouveau modèle. Dans l'ancien modèle encore, vous savez, quand il y a eu le siècle des Lumières, je ne pense pas que tout le monde se réveillait le matin en disant tiens, c'est super, c'est le siècle des Lumières, c'est quand même le fun aujourd'hui. Non, chacun était préoccupé en se disant il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que j'aille m'occuper de mon champ, je vais aller traire les bêtes, etc. Chacun était dans des préoccupations très, très concrètes. Mais avec le recul, en prenant de la hauteur, on se dit la période qu'on vit est vraiment une période d'opportunité incroyable. Et pour moi, ce qui marque la faiblesse de cette période qui est en train de mourir, c'est que toutes les intelligences, je dis les intelligences parce qu'elles ne se rencontrent pas l'une l'autre, à savoir, par exemple, on
on fait des progrès incroyables en physique quantique. On fait des progrès incroyables sur les pouvoirs du cerveau, sur la puissance de l'esprit. On a des chercheurs en physique ou en biologie moléculaire qui sont d'une intelligence incroyable. On a des gens qui s'intéressent à l'éducation qui sont d'une intelligence incroyable, mais toutes ces intelligences ne se regroupent pas, ne se rencontrent pas. Et donc, on continue à créer, par exemple, des modèles d'entreprise avec des modèles entrepreneuriaux qui datent soit de la révolution industrielle, quand c'est pas du Moyen-Âge. Je prends un exemple qui me vient comme ça à l'esprit de ce dirigeant qui me dit « Ça y est, on est venu au télétravail. Hein. » Ah ben, je dis « Super, il serait temps. » Oui, oui, je vais te montrer d'ailleurs. Tu vois, là on a les... Pourquoi Josiane, elle n'est pas en ligne, là? Josiane, pourquoi vous n'êtes pas en... Je dis non, c'est pas ça le télétravail. Télétravail, c'est non, parce que je t'explique, c'est que si on fait pas confiance, si on les contrôle pas, c'est pour ça qu'on les fait venir. Si on les contrôle pas, ils font tout sauf travailler. Toutes les enquêtes sur le télétravail montrent que c'est exactement l'inverse. Quand on fait confiance aux gens, donc on va rentrer déjà dans le fellowship, c'est-à-dire qu'on part du principe que si je fais confiance en l'autre, l'autre va me faire confiance, et si je lui donne, il va me donner aussi. Toutes les études sur le bien-être au travail et sur le travail, télétravail montrent que quand on fait confiance aux gens, ils travaillent en moyenne 10 à 15% en plus. Moi, je suis intervenu dans une entreprise où le dirigeant, il a commencé comme ça, en disant, voilà, les jours de repos, c'est pas compliqué, vous en prenez autant que vous voulez, et vous n'avez pas de compte à me rendre. Il faut être bien, bien ancré pour dire ça. Hein. Mais au bout d'un an, je suis retourné le voir en disant « Alors, ton expérience, comment ça se passe ?» Il me dit « Mais je suis obligé de pousser les gens à la porte en leur disant « Prends-toi quelques jours, on va reposer. » Parce que tous, on a besoin de se sentir impliqués, on a besoin de se sentir utile. Et j'allais dire un gros mot, on a besoin d'une vision spirituelle. Je dis un gros mot parce que quand on parle de spiritualité en entreprise, souvent on se dit « Attends, où il nous emmène ?» Mais la spiritualité n'étant pas la religion, la spiritualité, c'est juste une aspiration à s'élever et à connecter la plus belle partie de nous-mêmes. Moi, dans mon chemin, je crois que si je suis là aujourd'hui, il y a plusieurs événements qui font que je suis là. Le premier, c'est que initialement, moi, j'étais pas du tout, je suis pas quelqu'un de scolaire. Moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans parce que on m'a mis des coups de pompe dans le derrière pour en sortir. Et comme j'étais quelqu'un de très timide, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va pouvoir m'aider dans ma timidité? Et j'ai commencé le théâtre. Et j'en ai fait mon métier pendant 20 ans en comprenant les comportements, en observant les comportements. Et je me suis rendu compte que non seulement un acteur pouvait comprendre ses émotions, son comportement, son non-verbal, mais il pouvait aussi être acteur de sa vie. Et ça a été l'ouverture. Et tout ce que j'ai appris par la suite du comportement m'est venu à ce moment-là. Mais surtout, ce qu'a été l'événement, quand on prend un peu de hauteur, on se dit quel a été l'événement qui fait que je m'intéresse à ça. Et j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 24 ans. Qui m'a vraiment interpellé. J'étais dans les Pyrénées espagnoles et puis j'allais au Portugal et j'ai raté un virage. Et donc j'ai vu le ravin. Quand j'ai vu le ravin, je me suis dit non, pas le ravin. J'ai donné un grand coup pour voir en face le poids lourd arriver. Quand j'ai vu le poids lourd, je me suis dit non, pas le poids lourd. Il y a des fois, il faut faire des choix, il faut aller assez vite pour faire des choix. Et à ce moment-là, j'ai choisi le ravin. Et entre le moment où la voiture a quitté la route et le moment où elle s'est arrêtée une dizaine de mètres plus bas, il s'est passé une quinzaine de secondes et c'est un moment où j'ai vu ce qu'on appelle sa vie défiler. Et sa vie défiler, c'est-à-dire que ça faisait comme les facettes d'un kaléidoscope. Vous voyez, tout ce que j'avais fait d'utile dans ma vie, c'est-à-dire à peu près ça, et tout ce que j'avais fait de stratégie, de trucs et de machins pour réussir ce que je voulais, c'est-à-dire à peu près ça. Et là, je me suis dit, mais il m'a surtout été posé la question qui, je crois, nous est tous posée à la fin de notre vie. La question, celle-là, vous pouvez la noter, parce que je crois qu'elle l'est posée à chacun. Cette question, elle est tellement simple, tellement simple. Cette question, c'est « As-tu aimé ?» Et quand je dis « as-tu aimé », c'est pas « oui, j'ai aimé cette femme ou cet homme, ou j'ai aimé cette situation ou ce lieu de vacances ». C'est « as-tu aimé ». C'est-à-dire, est-ce que ton cœur s'est ouvert suffisamment grand pour prendre autant soin de l'autre que de toi, et ton cœur s'est ouvert suffisamment grand pour comprendre que prendre soin de l'autre,
c'est prendre soin de soi. Pour les chamans, j'ai passé, je vous dirai quelques mots là-dessus, mais j'ai passé une quinzaine d'années de ma vie en contact, à la suite de cet accident notamment, avec les maîtres tibétains, avec les chamans, etc. Et pour les chamans, le monde extérieur est une représentation de notre monde intérieur. Donc tout ce qui nous arrive à l'extérieur, ça part de l'intérieur. Et à ce moment-là, de cet accident, j'avais 24 ans, et la réponse à la question « As-tu aimé ?» clairement, c'était non. C'était non parce que mon cœur était trop fermé et du coup, j'étais tellement mal moi-même que je ne pouvais pas prendre soin des autres. Et à la suite de ça, je suis tombé malade et j'ai commencé, il y a un proverbe qui dit « Quand le disciple est prêt, le maître apparaît ». Et ce maître, ça a été un maître tibétain qui m'a ouvert à la méditation et surtout qui m'a regardé, puisqu'on parle de charisme. C'est la première fois que je voyais un homme aussi charismatique. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faisait ? Profondément rien. Il incarnait en lui la puissance, la bonté, la clarté, parce que ce que j'ai appris, c'est qu'on ne communique pas ce qu'on dit, on communique ce qu'on est. Et on peut dire ce qu'on veut à nos collaborateurs, à nos clients, à nos partenaires. Je suis trop souvent intervenu dans des grandes boîtes sur lesquelles il y avait marqué « Mettez l'humain au cœur de l'entreprise ». Mais quand tu voyais ça au quotidien, tu te disais, il est où l'humain ? Et je peux vous assurer que je suis intervenu dans des boîtes avec un management à la trique, mais on ne peut plus toxique. Mais quand même, le premier de l'an, on livrait à chacun l'humain au cœur de l'entreprise. Prenez soin des clients comme vous prenez soin de vous-même. Tu dis, dis donc, ça ne va pas être terrible. Et donc, quand j'ai rencontré ce maître tibétain, j'ai justement vu quelqu'un qui incarnait complètement ses valeurs. La congruence, pour moi, c'est l'art d'incarner soi-même les valeurs auxquelles on croit, d'égalité, d'abondance, de générosité, d'empathie, toutes ces qualités-là. C'est pas parce qu'on va dire on est empathique. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui avait fait un stage de communication, un dirigeant un peu serré, et qui à la fin du stage dit à ses collaborateurs, bon alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que moi je vous propose que maintenant on se tutoie. Et je vois les collaborateurs qui, bon, si vous voulez, mais parce qu'il n'incarnait rien de cette empathie qu'il voulait transmettre aux gens. Il voulait créer du lien, mais il n'était tellement pas en lien avec lui-même qu'il ne pouvait absolument pas créer du lien avec les autres, parce qu'on ne peut pas offrir à l'autre ce dont on est nous-mêmes vide. Je ne peux pas sécuriser les collaborateurs si moi-même j'ai peur. Le père qui amène son petit à l'école, t'inquiète pas, papa il revient à 5 heures, tu n'as pas peur, tu restes avec la maîtresse, il revient vite. Non, j'ai besoin d'être sécurisé moi-même pour sécuriser mes gamins. J'ai besoin d'être doux et tendre avec moi-même si je veux être doux et tendre avec mes collaborateurs ou mes clients. J'ai besoin d'avoir une vision moi-même si je veux que mes collaborateurs en aient une ou mes clients en aient une. Et ça veut dire, cette vision, et c'est ce que j'ai appris au moment de cet accident, où d'un seul coup je suis parti en Inde, au Tibet, j'ai rencontré ces leaders spirituels qui avaient tous beaucoup de charisme. Et qu'est-ce qui fait qu'ils avaient beaucoup de charisme, autant de charisme ? C'est que tous avaient en commun d'être en lien avec une vision plus grande qu'eux-mêmes, profondément juste, profondément éthique et profondément animé par le cœur. Parce que depuis 25 ans que j'anime des stages en entreprise, j'entends en permanence, il faut remettre de l'humain en entreprise. Moi je veux bien, mais l'humain c'est quoi ? C'est un corps, c'est un cœur et c'est un esprit, 3 intelligences. L'intelligence du corps, c'est l'intelligence qui nous permet d'être en lien avec notre instinct, avec la partie de nous qui sait. J'habite dans un moulin en Bourgogne, quand c'est le moment des migrations, je vois les oies qui se rassemblent toutes ensemble, elles piaillent pendant 6 heures et à un moment donné, elles partent toutes dans la bonne direction, vers le sud, vers les pays chauds. Elles ne sont pas là à se dire, on fait quoi cette année, 21 septembre, ça vous le sentez comment ? Plutôt le 23, parce que le 21 c'est un dimanche, ok, allons-y pour le 21, on part en début d'après-midi si on veut être le soir à Toulouse. Non. Et il n'y en a pas une surtout qui se met en avant en disant c'est moi le chef parce que... Non, il y a ce qu'on appelle le leadership de compétences. Il y a 2 leaderships. Il y a le leadership d'opportunité, c'est moi le chef parce que c'est moi qui ai les clés, et le leadership de compétences, qu'ont tous les animaux. On va le suivre celui-là parce qu'il a l'air de savoir où il va. En l'occurrence, il va vers le soleil. Et c'est pour ça que naturellement, on va le suivre. Et comme les oies sont assez intelligentes, il y a un moment donné, quand on est devant, c'est là que ça fatigue le plus, où elle va se mettre en arrière pour laisser les autres passer de l'avant.
Et donc elle vient après en arrière, après avoir ouvert la route. Et il y a cette intelligence collective, ça c'est l'intelligence primaire, première intelligence. Deuxième intelligence, l'intelligence du cœur, l'intelligence qui nous permet d'être touchés par l'autre, de vouloir prendre soin de l'autre. Et cette intelligence n'est pas réservée aux humains, tous les animaux sont capables de l'intelligence du cœur. On a vu des lionnes prendre soin d'un bébé babouin, on a vu des cygnes prendre de la nourriture pour nourrir les carpes, on a vu des bourdons aller aider un autre bourdon pris dans une toile d'araignée. Donc tous les animaux sont capables de se laisser toucher dans le cœur. Première intelligence, l'intelligence vitale. Deuxième intelligence, l'intelligence du cœur. Troisième intelligence, l'intelligence cérébrale qui va nous permettre de faire une équation, de faire un plan, de faire une perspective, de faire un budget prévisionnel. On en a besoin. Mais si on ne fonctionne qu'avec cette intelligence intellectuelle, cérébrale, on va se couper non seulement de l'intelligence du cœur, mais de l'intelligence vitale. Or, l'intelligence vitale, c'est l'intelligence qui est reliée au grand tout. Et si on veut qu'elle fonctionne, elle ne peut être reliée qu'à l'intérêt collectif. Puisqu'il y a une espèce de trame dans cette intelligence collective, vitale, qui fait qu'elle va tous nous nourrir. Tous les végétaux fonctionnent comme ça. Il y a des études, je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, mais des études exceptionnelles sur les végétaux qui nous amènent à nous bouleverser nos connaissances sur le monde végétal, qui fait qu'aujourd'hui, on a pris conscience que tous les végétaux étaient solidaires, capables de s'aider, capables de s'entraider, avaient une mémoire émotionnelle, etc. Et que quand, par exemple, on coupait un orme ou un hêtre, d'autres arbres vont générer plus de potassium ou plus de calcium ou plus d'azote pour lui permettre de pousser plus vite. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc, tous les arbres, tous les végétaux ont compris que nous étions dans un écosystème où on avait besoin les uns des autres. L'intelligence de la tête, elle pense l'inverse. Elle est persuadée que si jamais il y a un gros gâteau et que j'en prends pas une grosse part, c'est les autres qui vont avoir. Alors que c'est exactement l'inverse. L'intelligence des idées, par exemple, plus on donne... Moi, je suis pas pour le copyright, je suis plus pour le copyleft. Souvent, je donne des choses comme ça, je parle d'une idée, et quelqu'un me dit « Mais attends, on va te piquer ton idée. » Mais tant mieux. Pourquoi ? L'intelligence du centième singe, ça vous dit quelque chose ? L'expérience du centième singe, c'est une expérience qui a été faite en physique quantique. On s'est rendu compte que sur une île au Japon, il y avait des singes, des guenons, et on leur donnait des pommes de terre qu'elles ne mangeaient pas parce qu'on leur jetait dans le sable. Et un jour, il y a une guenon qui prend ces pommes de terre, qui la nettoie avec de l'eau et qui commence à la manger. Et les autres guenons l'observent, et d'un seul coup, il y a 10, 20, 30, 50, 100 guenons qui font la même chose. Mais quand on dépasse le rang du centième singe, on trouve sur d'autres îles, à des milliers de kilomètres de là, d'autres singes qui ont le même comportement. En physique quantique, on appelle ça un saut quantique de stade 4, c'est-à-dire qu'il y a une évolution de la conscience. On a vu la même chose avec des mésanges qui, aux États-Unis, allaient prendre, vous savez, le lait qui est dans des bouteilles en verre, et une petite capsule d'aluminium. Et un jour, il y a une mésange, ça fait des années que c'est comme ça, mais il y a quelques années, il y a une mésange qui s'est dit, tiens, paf, elle a mis un coup de bec dans le lait, et puis elle s'est dit, il y a du lait, donc je vais boire une goutte de lait. Une autre mésange a dû le voir, il y a eu 2, 3, 100 mésanges qui font ça. Mais aux États-Unis, sur des milliers de kilomètres, le comportement s'est reproduit. Donc après, on a changé les capsules de lait. On a la même chose au niveau du sport. Quand d'un seul coup, quelqu'un dépasse un cap, tout le monde va dépasser ce cap. On a la même chose au niveau des sciences. Quand un laboratoire trouve un vaccin, dans les jours qui suivent, tout le monde trouve le même vaccin. L'intelligence est liée les uns aux autres. Ça a même été prouvé scientifiquement avec des mamans lapins. On a mis des mamans lapins dans une sous-marin, c'est les Russes qui ont fait cette expérience-là, dans un sous-marin à 400 mètres de profondeur, et on a mis des électrodes sur la tête du lapin, et à heure aléatoire, à la surface de la Terre, on sacrifiait des lapros de la maman. Et à chaque fois qu'il y avait un sacrifice de lapro, la maman réagissait au stress. Parce que nous sommes tous connectés les uns aux autres. C'est ce que nous démontre la physique quantique depuis quelques années. C'est ce que nous enseignent les chamans depuis 80 000 ans. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que même ces intelligences qui hier étaient séparées, je vous disais, ces intelligences ne se rencontrent plus, aujourd'hui commencent à se rencontrer. On commence à se dire, il n'y a pas un monde spirituel et un monde matériel.
Aujourd'hui, on a opposé. Moi, quand je parle en entreprise et que je dis on va parler de spiritualité, en général, ça fait comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, attends, pas de cœur en entreprise. De l'empathie peut-être. Je parle du monde d'hier. Dernièrement, j'ai fait ça, j'ai fait une conférence et puis je disais, on a besoin d'aimer les gens. Et quelqu'un me dit, vous voulez dire rentrer en empathie ? Je dis non, sinon j'aurais dit rentrer en empathie. Je dis d'aimer les gens. Parce que je ne sais pas comment on peut manager une équipe si on n'aime pas ses collaborateurs. Je ne sais pas comment un orateur peut parler au public s'il n'aime pas le public. Je ne sais pas comment un négociateur peut négocier avec quelqu'un s'il n'aime pas la personne. Mais aimer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'aime bien cette définition, permettre à l'autre d'être complètement qui il est et lui permettre de s'élever à la plus belle version de lui-même. C'est ça pour moi l'amour. Permettre à l'autre de s'élever à la plus belle version de nous-mêmes. Mais nous, on a cette pensée-là, c'est si jamais il s'élève et qu'il devient grand, il va me manger. Mais c'est la tête qui dit ça. Tous les végétaux disent l'inverse, tous les animaux disent l'inverse. On a besoin les uns des autres. Mais simplement, on a besoin de prendre conscience qu'on est tous reliés, qu'on est tous différents. Les animaux sont tous différents, mais ils acceptent complètement leurs différences. Vous verrez jamais un escargot... Enfin, j'en sais rien, mais je ne sais pas ce qu'il pense, escargot. Mais si je me connecte sur lui, un escargot regarder un lapin en se disant, tiens, le lapin, quand même, il a de la chance, il va vachement vite. Moi, j'ai ma coquille, je bave, je laisse des traces. Non, l'escargot accepte complètement d'être escargot. Le lapin accepte d'être complètement lapin, et ça va très bien comme ça. C'est une intelligence collective. Aujourd'hui, je crois que les mondes qui sont séparés, c'est ce qui fait que quand je vais en entreprise et que je parle de spiritualité, on a un peu peur parce qu'on confond la spiritualité et la religion. Et la religion, c'est accaparer la spiritualité, mais toutes les traditions anciennes étaient spirituelles avant d'être religieuses. Et quand je vais dans les cercles spirituels pour parler d'argent, on me dit « Ah non, c'est sale ». Donc voilà ce qui se passe, comment on est entre ces deux mondes. On ne va pas parler d'argent parce que quelqu'un qui gagne de l'argent c'est sale, parce qu'il l'a obligatoirement volé ou c'est malhonnête, ou alors il ne va pas être heureux parce que, etc. Donc d'un côté, on veut être attiré par le spirituel, mais pas en étant en lien avec la terre. Et de l'autre côté, on veut plonger dans des problématiques matérielles en ayant un regard sur la terre, sur le ciel. Et je crois que la richesse de notre époque, c'est qu'on est exactement, nous, c'est-à-dire nous, dans cette génération-là, dans cette transition. D'ailleurs, c'est drôle, me revient l'homme de Léonard de Vinci, vous savez, avec les 7 points, et le 4e point au cœur, 3 points vers le ciel, 3 points vers la terre, et entre le point sur le cœur qui fait le lien entre la terre et le ciel. C'est vraiment pour moi une vision très futuriste qu'avait Léonard de Vinci. Et cette vision nous rappelle que, j'aime cette phrase de Teilhard de Chardin qui dit « On n'est pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. » Et ça, c'est très différent. Permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. Et si j'ai cette vision élevée, c'est-à-dire, je vais faire en sorte que les gens que je côtoie, quels qu'ils soient, que ce soit mes clients, mes collaborateurs, mes enfants si je suis parent, je vais faire en sorte qu'ils s'élèvent vers la plus belle version d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est comme on ne fait pas la différence entre soi et l'autre, naturellement, il y a quelque chose qui s'élève. Mais ça nous demande, en tant que manager, en tant que dirigeant ou en tant qu'initiateur simplement, de se dire je m'appuie sur nos 3 intelligences. Et ces 3 intelligences, je vais vous donner un exemple très concret sur la façon dont moi j'utilise ces 3 intelligences. Je réalise un film actuellement sur le chamanisme et le message des hommes sages au monde moderne, qui est un film qui doit sortir en septembre, et pour lequel j'ai interrogé, des entretiens avec des chamans, avec des lamas, etc. Je suis allé en Mongolie, je suis allé en Nouvelle-Zélande pour ça, je suis allé en Europe, et je me disais quand même, ça serait pas mal que je puisse avoir des entretiens avec un lama tibétain, parce que j'ai passé 15 ans de ma vie avec eux, et j'aimerais bien avoir ce regard des lamas tibétains sur le monde moderne. Je me dis, à qui je pourrais demander ça ? Parce que j'ai perdu un peu le contact avec les Tibétains depuis une dizaine d'années. Et puis j'aimerais surtout, comme il y a beaucoup de lignées dans le bouddhisme tibétain, un lama qui soit en lien avec les différentes traditions. Et donc je pose l'intention
comme loi fait quand elle se dit « je vais vers le sud ». Non pas je vais calculer pour, mais je pose l'intention. L'après-midi même, je prenais le train pour faire une conférence à Montpellier. Puis je ne sais pas pourquoi, ma collaboratrice m'appelle le matin en me disant « Ah, j'ai changé ton horaire, finalement tu pars une demi-heure plus tard ». Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce que c'était… » Bon, ok, je discute pas, je prends le train suivant. J'arrive dans mon train, place 21, j'avais mon tambour chamanique, parce que c'était une conférence sur le chamanisme, je vais poser mon tambour chamanique, puis j'entends une voix qui fait « Oh, special drum ». Je regarde et je vois un Asiatique qui était sur son fauteuil, qui me regarde et qui me fait « Special drum for shaman ». Et là, je regarde et je plonge mon regard dans le sien, puis ça reste… mais 10 secondes, tellement j'étais surpris par la phrase et le temps qui se passe, 10 secondes, c'est long de regarder quelqu'un 10 secondes dans les yeux. Et au bout de 10 secondes, je lui dis, mais vous êtes qui ? Et il y avait l'interprète qui était à côté qui me fait, il parle pas français, mais c'est un grand lama tibétain qui est de passage à Paris pour donner un enseignement sur les différentes traditions. Ah, je dis, ouais, je vais m'asseoir alors. Et puis, je commence à raconter mon histoire et comment j'ai passé du temps en Mongolie, etc. Il me dit, c'est mon rêve d'aller en Mongolie. Je dis, on va faire ça ensemble. Et puis en même temps, moi, je vais vous filmer parce que c'est le projet de mon film. Il me dit, mais moi, c'est mon rôle de transmettre le message des Tibétains au monde moderne. Vous voyez, je vous prends cet exemple parce qu'il est assez, pour moi, révélateur ou comment dire, représentatif de ce que c'est quand c'est pas la tête qui travaille. Vous voyez, la tête, qu'est-ce qu'elle va se dire ? Elle va se dire, il faut que je passe là, donc il faut que j'arrive là. Non, j'en sais rien. J'ai une vision. Et cette vision, je vais même vous dire une chose, plus elle sera élevée, plus elle sera large, plus ça sera une vision du monde utopiste. Moi, je suis un utopiste et je l'assume complètement. Des fois, on me dit, t'es utopiste. Oui, l'utopie, c'est ce que c'est. Ça vient des grandes découvertes. C'était pour parler des terres qui n'étaient pas encore découvertes. Mais si elles ne sont pas encore découvertes, ça veut dire qu'elles ne demandent qu'à l'être. Et notre rôle à nous, c'est de nous aventurer sur un terrain nouveau. Quand je dis nous, je suis vraiment heureux d'être là avec vous parce que je sais que vous avez chacun beaucoup d'idéal, sinon vous ne seriez pas là. Sinon vous seriez juste à se dire il faut augmenter la part du chiffre d'affaires, etc. Dernièrement, j'ai eu des dirigeants comme ça, il y avait un séminaire sur l'argent, et je dis mais c'est quoi votre but ? On veut gagner plus d'argent, je schématise un peu, mais ça restait quand même ça. Mais je dis, mais ça n'a jamais été une finalité de gagner plus d'argent, ni pour un individu, ni pour une entreprise. C'est là où on se trompe. On ne cherche pas à gagner plus d'argent, on cherche à créer plus de richesse, plus de valeur. Ça n'a rien à voir. Et gagner de l'argent, si on ne sait pas pourquoi on veut cet argent-là, à quoi ça va nous servir ? Quelqu'un qui se dit, moi, mon rêve, mon kiff, c'est de mesurer 2 mètres. Je dis, ok, mais pourquoi faire ? Si c'est pour jouer au basket, ça peut servir. Mais si c'est pour danser ou c'est pour jouer du piano, il n'y a pas besoin de mesurer 2 mètres. Donc c'est quoi ta finalité ? Si tu veux changer le monde, si tu veux parler ce midi avec une femme qui avait projet sur des restaurants, tiens, j'aimerais ça, la nourriture c'est important, j'aimerais accompagner. Si notre projet, c'est de se dire, je veux que les gens mangent bien sur la terre parce qu'on mange n'importe comment. Donc, je veux aider des restaurateurs à créer leur boîte. Et pour ça, je vais vraiment les accompagner et investir pour ça. La finalité, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, on soit dans un monde où on est tous en lien, et plus on va avoir les différents liens, c'est-à-dire être dans une intelligence globale, une intelligence systémique, mais on ne sera dans une intelligence systémique que si on intègre tous les systèmes. C'est ballot, mais regardez, aujourd'hui on a la quête du bénéfice quand on regarde le bilan. Le bénéfice, quand on regarde l'étymologie, c'est ce qui crée du bien. L'opposé de bénéfice, c'est quoi ? C'est maléfice. Et aujourd'hui, par exemple, si j'ai une entreprise qui crée des produits chimiques, mais qui crée des emplois, je vais créer des emplois, je vais vendre des pots de chimie, donc du coup, je vais faire du bénéfice. Mais en même temps, je vais polluer les rivières, donc je vais créer du maléfice. Et est-ce que le bénéfice est plus important que le maléfice ? Tant que ce n'est pas le cas, je ne pourrai pas être un leader charismatique. Je serai un leader charismatique parce que j'ai une vision qui est belle pour le monde. Et donc ça demande cette utopie, ça demande d'y croire et ça demande de faire confiance. Ça, c'est vraiment important, de se faire confiance, mais de faire confiance dans le sens que chacun d'entre nous, on aspire tous à ce monde meilleur. Il n'y a pas quelqu'un qui soit heureux, même dans ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Dernièrement, je racontais ce midi, j'étais en Inde, et puis il y a une femme qui était
tout sourire tous les jours que je la voyais. Puis je lui dis, mais c'est quoi votre secret pour être tout sourire? Elle faisait la manche. Hein. Elle vendait des petites choses comme ça sur un tapis. Je lui dis, mais c'est quoi votre secret pour être si heureuse que ça? Elle me dit, j'en ai 3. Hein. Le premier, c'est que j'ai rien. Il n'y a rien qui m'appartient. Hein. Elle me dit, vous, je vous vois passer les Occidentaux, les tours. Dès que vous êtes comme ça, elles sont les clés de ma voiture, elles sont mon portefeuille, ma carte bleue, mon truc. Dès que vous avez quelque chose, vous avez peur de le perdre. Moi, j'ai pas peur, j'ai rien. Donc, je suis libre. Deuxième secret, dès que je reçois quelque chose, je le partage. Et ça se multiplie. Troisième secret, comme je suis conscient que je reçois tous les jours, j'en ris profondément et je suis dans la gratitude. Et elle explose d'un rire. Moi, j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh, waouh. Nous qui sommes dans nos entreprises à s'interroger, en se disant pourquoi on est... Et curieusement, des fois, inversement proportionnel. J'interviens des fois, je fais un accompagnement dernièrement de ce qu'on appelle des grosses fortunes, des gens qui gagnent très bien leur vie. Je vous assure que je n'ai rarement vu de gens aussi stressés, aussi malheureux et autant dans la peur de perdre. Donc, bien évidemment que ce qui va profondément nous élever, c'est qu'on a une vision, et là, c'est un travail chacun individuel de se dire, c'est quoi, moi, ma vision du monde? À quelle vision j'aspire? Et moins il y a de limites, mieux ce sera. Plus il y a de l'utopie en se disant j'aspire à un monde qui soit comme ça, qui soit comme ça, qui soit comme ça. Première chose. Deuxième chose, quelles sont les valeurs qui vont s'incarner dans ce monde-là? Puis troisième chose, quelle est ma contribution? Qu'est-ce que je sais faire? Si je sais raconter des histoires, je vais raconter des histoires, les gens seront contents. Si jamais, parce que ce qui va faire toute la différence, qui rend quelqu'un heureux et qui donne vraiment ce charisme, ce fellowship, cette aptitude naturelle, c'est quoi? C'est qu'on est en lien avec le meilleur de nous et on a envie de le partager, c'est notre intention. Mais ce n'est pas le métier. Souvent, les gens me disent « Ah ouais, mais moi, je cherche du sens dans ma vie. » C'est vraiment la question, je cherche du sens. Alors, je vais lâcher mon entreprise et puis je vais me mettre coach. Mais si c'était le cas, s'il suffisait de se mettre coach pour être épanoui, tous les coachs seraient ravis et épanouis, ce n'est pas le cas. Alors, certains vont se dire, oui, mais c'est facile, toi tu gagnes bien ta vie. Mais si c'était le cas, tous les gens qui gagnent bien leur vie seraient heureux et épanouis, ce n'est pas le cas. Oui, mais toi tu as des enfants, moi je n'ai pas connu l'amour et la tendresse des enfants. Ouais, mais si c'était le cas, tous les parents seraient heureux et épanouis. Ce n'est pas le cas. Donc c'est quoi qui nous rend heureux? Profondément, c'est quelle est notre intention? Et l'intention, il y en a sensiblement 4. Dans le bouddhisme tibétain, c'est intéressant parce qu'on parle de Hinayana, Mahayana, Vajrayana, qui sont les différentes voies. La première, c'est qu'il n'y a pas de voie du tout, on est au statu quo. Je suis en train de faire la cuisine, par exemple, je fais la cuisine, et puis je suis en train, ouais, c'est ça, ils sont tous en conférence, et puis moi, pendant ce temps-là, c'est moi qui épluche les patates, fais chier, tiens, ça m'emmerde. Je me plains, je critique, je reproche, je suis malheureux à cause des autres. Là, il n'y a pas d'intention. Deuxième intention, je vais me dire, ok, finalement, moi, ça me fait du bien de faire la cuisine, parce que ça me détend. Donc du coup, moi j'aime bien, tiens, je vais faire un gratin de pommes de terre, et là je suis dans ce qu'on appelle le petit véhicule. Je fais ça parce que ça me fait du bien. Puis après, je vais me dire, mais attends, tous les gens qui vont venir manger dans mon restaurant, ils vont être heureux parce qu'ils vont manger de la bonne nourriture. Du coup, ça va être... Et là, je rentre dans ce qu'on appelle dans le bouddhisme tibétain le grand véhicule. Je fais ça pour quelque chose. Je quitte mon intérêt personnel pour aller vers quelque chose de plus grand. Et puis, la quatrième voie, qu'on appelle le Vajrayana, ou véhicule de diamant, c'est qu'on utilise ça avec la magie. En disant, en fait, je suis un magicien. Si je change ma perception du monde, le monde va changer. C'est ce que nous apprend la physique quantique. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est ce que nous apprend la physique quantique. Le monde extérieur passe par notre intention. C'est parce qu'on pose une intention qu'on va changer la matière, qu'on va changer la forme, qu'on va changer la relation. Tout ce qui nous arrive, on l'a appelé inconsciemment, vraiment plus ou moins inconsciemment. Donc, on a, à ce moment-là, on va travailler avec la magie en disant « j'œuvre ». C'est pour ça que moi, je ne travaille pas, j'œuvre. Et on peut tous œuvrer à un monde meilleur, à un monde plus beau, à un monde... Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, quand je disais ça il y a 20 ans, mais c'est ça, c'est les bisounours, le monde du travail, c'est dur. Le monde, il est ce qu'on en fait. Il n'a aucune réalité autre que celle qu'on en fait. Et quand je vous parlais de cet accident, moi, ce que je sais, c'est qu'à la fin de ma vie, mais je crois que ça sera la même chose pour chacun, on va tous se retrouver avec cette question-là. Est-ce que j'ai aimé ? Et si jamais vous n'avez rien, c'est le Dalai Lama qui dit « Les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. »
Et là, quand on se dit ça, quand on se dit, attends, vivre comme s'il n'allait jamais mourir, si, on a une vie, voilà, j'ai perdu ma maman il y a 3 mois, c'était pas prévu, hein, d'un seul coup, ça a été un choc, parce que, voilà, donc ça nous rappelle dans ces moments-là, de se dire, on est sur la terre pour un temps court, ça dure pas très longtemps, hein. Vivre comme s'il n'allait jamais mourir, moi, tous les matins, je médite sur la mort. Mais c'est pas morbide, au contraire, je me dis quelque chose, je me dis, si aujourd'hui, ça c'est une méditation que je vous invite à faire, si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie, qu'est-ce que vous feriez? Un jour, j'ai proposé ça à des dirigeants, il y en a un qui me dit « Ouais, mais moi je ne serais pas là à ce moment-là. » Je dis « Tu serais où ?»« Je serais avec les gens que j'aime. » Mais je dis « Mais vas-y tout de suite. » Moi, il n'y a pas de doute. Je sais que si ça se posait, je terminerais la conférence. Pourquoi? Parce que je me suis posé la question ce matin. Je me suis dit, parce que ça m'est arrivé dans cette expérience de l'accident, dans cette expérience du fossé, ça m'est arrivé de me dire, et si c'était la dernière journée? Et là, maintenant, chaque jour, je me dis, ok, je vais donner le meilleur de moi-même pour transmettre et voir le meilleur de chacun. Alors, il nous reste 5 minutes, je regarde en même temps, parce qu'on m'avait donné tout à l'heure une espèce de balle, et je ne la trouve pas. Si, elle est là. Comme ça me permettra, si jamais il y a une ou deux questions rapides, ça va vite décidément. Si jamais il y a une ou deux questions, je vous lancerai le micro. C'est subi d'un seul coup, voilà, c'est ça. On écoute l'orateur, puis d'un seul coup on se dit mais moi, qu'est-ce que je vais pouvoir changer, qu'est-ce que je vais pouvoir appliquer? Si quelqu'un souhaite poser une question, c'est le moment. Alors, levez la main, que je sache où lancer. Alors je vais lancer en plusieurs étapes. Hein. Hop, en plusieurs étapes. Merci. Allô, allô. Donc, vous disiez qu'il fallait aider les autres à sortir le meilleur de soi, mais je me demande si les gens ils sont prêts, parce que je pense que c'est une phrase dans laquelle j'adhère un peu, mais je pense que les gens ils doivent faire quand même un travail sur soi pour qu'on puisse les aider à sortir le meilleur de soi. Alors, pour les chamans, le monde extérieur est une fractale du monde intérieur, et tant que je me dis l'autre n'est pas prêt, ça veut dire que je ne prends pas 100% ma responsabilité. Si je prends conscience, si je veux changer l'autre, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, ça ne marche pas. Changer l'autre, c'est se dire, voilà, j'aimerais que tu fasses ça, ça ne marche pas. Maintenant, si moi je change, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui change dans la relation et l'autre, naturellement, va finir par évoluer. Mais la première... pour reprendre Gandhi, soit le changement que tu veux voir en ce monde, la meilleure façon de changer l'autre, c'est de prendre conscience que l'autre et nous, c'est la même chose, et on est à ce moment-là comme les vagues d'un même océan, on se change et ça apaise la tempête. Alors une autre question. Tiens, derrière toi. Hop. Et une définition de la physique quantique. Je me tourne 2 minutes. Je ne vais pas trop m'y lancer. Simplement, ce que nous apprend la physique quantique par rapport à la physique ancienne, qui nous apprenait que je ne crois que ce que je vois, la physique quantique nous apprend que je ne vois que ce que je crois. Allez, je vais répondre à une 3e question derrière vous. Derrière, et ça y arrive. Magnifique. C'est une bonne idée ce micro. Vous m'entendez? Ouais. Très bien. Merci pour cet exposé très positif. J'ai une demande et une question. Alors ma demande, ça serait, est-ce que vous pouvez, à l'issue de la conférence, nous donner les sources des différentes expériences et enquêtes auxquelles vous avez fait référence, histoire de voir un petit peu, parce que j'ai cherché sur Google Scholar, j'ai rien trouvé en fait sur les lapins dans le sous-marin. Et ça, non mais alors attention, je pose la question très sérieusement. Hier j'ai vu une conférence en plus à ce sujet justement, et j'aime bien vérifier moi les sources de ce qu'on cite. Donc voilà, donc je vous remercierai si vous pouvez nous donner ça dans un support ou que sais-je. Et j'avais une question. Je n'ai pas compris la phrase « Tout ce qui arrive de l'extérieur part de l'intérieur ». Est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît? Ok.
Juste pour les sources, il y a 2 livres que j'ai écrits. L'un qui s'appelle « Réveiller le chaman qui est en vous », qui nous parle vraiment de ça et qui évoque toutes les sources, il y en a 50. Et l'autre qui s'appelle « Les nouveaux sages », qui fait j'en ai écrit 12, mais c'est ces 2-là qui sont le plus en lien. « Les nouveaux sages », qui fait le lien entre la sagesse des peuples premiers et le monde de l'entreprise. Et dans ces... moi, je passe beaucoup de temps justement avec les scientifiques parce que je suis quelqu'un de très pragmatique aussi. Et j'aime bien faire l'expérience. Je vous invite par exemple à regarder les travaux des motos, etc. Je ne vais pas repartir là-dessus. Simplement pour répondre à votre question, ça pourrait être une invitation à la conclusion. Qu'est-ce qui montre que tout part de l'intérieur ? Longtemps, aujourd'hui, je crois qu'il y a un peu de façon de faire le monde. Si je regarde la situation aujourd'hui, regardez ce qui se passe quand, par exemple, vous vous sentez amoureux. Et que d'un seul coup, vous êtes amoureux, il y a quelque chose qui s'ouvre dans votre cœur et vous attirez à vous les situations positives et les circonstances positives. Dans la même façon, quand vous êtes dépressif ou triste, d'un seul coup, vous n'allez attirer à vous que des situations négatives et c'est là qu'on va répéter, c'est la loi des séries. Ça, c'est une chose que nous apprend la physique quantique, c'est ce que tout part de l'intention et que nous sommes les créateurs de notre vie et que plus on croit à quelque chose, plus ça devient vrai. Je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Je nous souhaite de tout cœur d'être les acteurs de ce monde en mouvement. Merci de votre présence. Merci.